Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette seconde session de révision à la Z305. Aujourd'hui, on va parler de design de compute solution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va voir qu'il y a différents arbres de décision qui sont proposés pour vous permettre de choisir la bonne technologie en fonction de votre besoin. Dans la 305, on s'adresse à des architectes. Qui dit architecte dit réflexion sur les bonnes architectures. Et qui dit réflexion sur les bonnes architectures à choisir, dit quand j'ai un sujet type CPU RAM, quelle technologie derrière je vais utiliser pour répondre à ce sujet. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble. On va parler VM, on va parler containerisation, on va parler workflow ensemble, on va parler serverless bien entendu, on va parler microservices et on va parler conteneurs instanciés dans du Kubernetes ou de l'Azure Container Instance. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est prévu à cet effet et qui s'affichera bien entendu durant toute cette session. Donc je vais partager mon autre écran. Allez, on démarre. C'est parti. Donc ce que je vous demanderai dans un premier temps, c'est de vous présenter. Pour vous présenter, dans le chat, tout simplement. N'hésitez pas à mentionner votre prénom, la société à laquelle vous faites partie et puis votre fonction dans cette société. Allez, le programme d'aujourd'hui, messieurs, dames, qu'on va voir ensemble. Donc dans un premier temps, on va corriger le use case que je vous avais donné à travailler il y a 2 semaines qui concernait la gouvernance, donc tout ce qui était management group, blueprint, policy, tag, bref, ce qu'on a vu dans la session précédente, on va le corriger ensemble. Puis dans un deuxième temps, on va attaquer le second module de cette révision, de cette formation, à savoir le design de compute solution. Donc dans quel cas on va choisir une VM plutôt qu'une web app. Dans quel cas on va choisir un conteneur plutôt que du serverless. Dans quel cas on va prendre un workflow plutôt que du serverless là encore. Workflow par Logic-App. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble. En fait, on va se baser sur un arbre de décision et chaque technologie va être bien entendu détaillée. Puis, dans un troisième temps, à la fin de cette session, qui va bien durer 1h30, je vais essayer de faire vite, mais elle va bien durer 1h30, à la fin de cette session, je vous proposerai de travailler sur un case study qu'on corrigera dans les prochaines semaines quand il y aura la prochaine session. Donc a priori, la prochaine session aura lieu en décembre et je vais essayer d'en faire 2 en décembre. Comme ça, si j'en fais 2 par mois, ça veut dire qu'on va pouvoir bien avancer sur le sujet. Tout dépend bien entendu de ma charge, mais on va essayer de faire au mieux. Donc voilà pour le programme aujourd'hui. Donc rappelez-vous, on a plusieurs sessions Twitch qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. Donc la dernière, c'était le 8 novembre. Celle d'aujourd'hui pour le compute, c'est le 22 novembre. Et puis on a d'autres sessions Twitch qui vont être planifiées, encore une fois en décembre, janvier, février et mars. Je pense qu'on finira vers mars. Et ces sessions Twitch vous permettront de réviser et de couvrir l'ensemble de la certification AZ305. Alors, rappelez-vous le case study qu'on vous a proposé il y a 2 semaines. Donc, vous êtes une société qui s'appelle Tailwind Traders et vous avez 2 business units. Alors, la première business unit, elle gère tout ce qui est vente d'appareils et la deuxième business unit, elle gère tout ce qui est vente de vêtements de sport. Et chacune de ces 2 business units a 3 départements qui lui sont attachés. Le Product Development, le PD, le Marketing et le département, le dernier, le Sales. Donc au final, on a une société qui vend des appareils, des vêtements de sport et chacun de ces business units a 3 départements qui lui sont associés, qui répondent à un besoin, les Sales par exemple, pour vendre les fameux vêtements de sport et les appareils fournis par Tailwind Traders. Et chaque business unit, donc la business unit qui concerne la vente de vêtements de sport et la business unit qui concerne la vente d'appareils, est responsable de leurs dépenses dans le cloud Azure. Donc il y a aussi cette logique à avoir dans le design de la solution. Et puis bien entendu, vous avez une équipe qui s'appelle l'Enterprise IT Team, on va dire l'IT de l'entreprise Tailwind Traders, qui a besoin de fournir de manière plus large à l'ensemble de la société un report des coûts qui sont associés à l'utilisation des ressources dans les différents abonnements qui sont proposés par les business units.
Donc ce qu'on vous demandait, c'est d'organiser, de proposer un schéma, d'organiser tout ça à base d'abonnements, de management group, peut-être de tags, peut-être de policy, etc. pour répondre à ce besoin de tracking des coûts au travers des 2 business units et leurs 3 départements associés. Et donc, la solution, elle est très simple. Alors, il y a plusieurs solutions. Ceux qui ont travaillé dessus, vous avez peut-être une solution qui est légèrement différente, mais en tout cas, sachez que dans la logique, je vais avoir plusieurs solutions possibles. Et cette solution, elle est basée sur quoi? Sur le fameux tenant root group qui est associé à mon tenant. Et dans ce tenant root group, j'ai créé un management group qui correspond au nom de ma société, qui s'appelle Tailwinds. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que si ma société Tailwinds rachète une autre société, pour l'intégrer, ça sera beaucoup plus facile. Je mettrai ici le nom de la société rachetée. Vous voyez, je vais l'appeler S, cette société. Et ça permettra de gérer aussi au niveau du tracking des cost management, des policies, des droits airbag, tout ce qui concerne cette nouvelle société qui a été intégrée au groupe Tailwinds. Donc c'est très important de créer un sous-niveau en dessous du tenant root group avec un management group qui correspond au nom de votre société. Et puis je vous ai dit qu'il y avait 2 business units. La business unit apparel qui correspond à un management group et la business unit sporting goods qui correspond à un autre management group. Donc là on est dans la vente de vêtements à droite et à gauche dans la vente d'appareils. Et sur chacune de ces business units, on a 3 départements. Product, marketing, sales, qui correspondent à chacun 3 management groups associés. Et dans chacun de ces départements, je vais retrouver un abonnement qui est représenté par ma clé jaune. Donc là, on a des abonnements. Un abonnement pour le product dev, un abonnement pour le marketing et pour le sales, etc. Et à chacun de ces abonnements, on a créé des groupes de ressources qui sont représentés par cette icône-là. Et dans chacun de ces groupes de ressources, on va mettre des tags. Ces tags vont nous permettre de définir à qui je vais refacturer l'utilisation des ressources. Les tags, ils peuvent être mis bien entendu au niveau des groupes de ressources, mais pour rappel, au niveau des management groups, on a la possibilité directement de visualiser le cost management associé à tous les abonnements qui sont dans les management groups. Donc au final, si je veux connaître combien coûte la business unit appareil en termes de ressources Azure, il suffit que j'aille sur le management group apparel et dedans je vais aller dans cost management et je vais avoir la vue sur les coûts de ces 3 départements par héritage. Et si maintenant ce qui m'intéresse c'est de connaître combien coûte le département sales de la business unit sporting good, donc de vente de vêtements, il suffira que j'aille sur le management group sales et dans ces cas-là, j'aurai en visu le coût de cet abonnement associé. Donc au final, par cette méthode, ça va me permettre de visualiser les coûts par département, par business unit, et dans ces cas-là, je vais englober les 3 départements de chaque business unit, ou carrément les coûts par rapport à la société. Si je me connecte au management group Tailwinds, si je clique dessus, je vais avoir en visu le coût de tous les départements associés, ainsi que de toutes les business units. Voilà pour la première chose qu'on vous demandait de résoudre. Alors, il y a plusieurs manières de traiter ce sujet, mais je dirais que ça, c'est la manière la plus simple. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'équipe IT, elle avait besoin d'avoir un coût global à partager par rapport à la société des ressources Azure. L'équipe IT, on va tout simplement lui donner des droits sur la facturation du management group, qui s'appelle Tailwinds, et en visualisant le coût associé à Tailwinds, l'équipe IT aura une visu sur tous les coûts associés à ma société. Donc si on devait le montrer très simplement dans le portail Azure, on irait dans Management Group. Et dans Management Group, juste en dessous du tenant root group, on créerait le nom de la société qui contiendrait ici 2 abonnements. Imaginez. Et si je veux visualiser le coût de ces 2 abonnements, il suffirait que j'aille sur le Management Group IT LOTR. Et à partir de là, ici, tout en bas, j'irai dans Cost Analysis. Et là, je vais avoir une visu des coûts de ces 2 abonnements qui va être affichée. Donc voilà la logique qu'il y avait à prendre en compte. Et encore une fois, c'est une des solutions. C'est pour moi la plus simple à mettre en place, que je vous ai montré. Mais peut-être que vous avez pensé à d'autres solutions. Et dans ces cas, vous n'hésiterez pas à m'envoyer vos solutions
et si besoin, je vous dirai OK, c'est OK, ou alors à retravailler. Voilà pour la première partie. Deuxième partie du use case qu'on vous demandait de connaître. Donc là, cette fois, c'était un autre projet qui était en développement dans la société. On va appeler ça le New Development Project, qui concerne tout ce qui est le feedback des clients. Et on a un CFO qui veut s'assurer que tous les coûts associés à ce projet sont bien capturés, sont bien checkés. Et que au début, ce projet, dans la phase de test, eh ben, on va utiliser des VM qui sont low cost, donc des VM pas chères. Et que ces fameuses VM, qui vont être dans la phase de test, eh ben, elles devront être nommées avec une naming convention bien spécifique qui permettra de tout de suite penser au projet. Et si une ressource qui est créée, donc par exemple une VM, ne correspond pas en termes de naming convention, ou si la ressource qui est créée ne correspond pas en termes de cost management, donc avec par exemple vous créez une VM qui est très chère plutôt qu'une VM low cost, eh ben on veut automatiquement que ces ressources qui sont non compliant soient identifiées. Et donc comment on va faire pour répondre à tout ça? Eh ben très simplement. La première chose, c'est qu'on veut identifier toutes les ressources dans l'abonnement et surtout ces ressources, on veut pouvoir leur associer un cost center qui va permettre de les refacturer. Pour y parvenir, très simple, hein, les ressources qu'on va créer dans un abonnement, donc par exemple les VM, on va taguer ces VM. Et au niveau du tag, on va dire que le cost center correspond à ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pour s'assurer de la naming convention, ça on l'a vu dans la dernière vidéo, dans le dernier replay Twitch, eh bien, il suffit d'aller sur la naming convention Azure et via les Azure Policy de s'assurer qu'au moment de la création d'une ressource, cette ressource respecte ma naming convention. Et n'oubliez pas qu'on peut refuser la création d'une ressource via une policy si elle ne respecte pas des critères qui ont été définis dans le fichier JSON de la policy. Et pareil, on veut s'assurer que toutes les VM qui sont créées ont une taille qui est faible en termes de coût. Et bien là aussi, vous allez utiliser les policies et vous allez utiliser une policy qui va checker que la taille des VM correspond à celle que vous avez définie comme étant à faible coût. Et à partir de ça, donc en utilisant des policies, en utilisant des tags qu'on va appliquer à des groupes de ressources ou à l'abonnement qui contiennent mes VM, eh bien on va s'assurer, qu'on peut refacturer au bon service le nouveau projet en développement pour tout ce qui concerne le feedback des clients. Et deux, que les VM, les ressources qui vont être créées, vont être avec une taille qui est quand même suffisamment faible par rapport au coût de développement du projet au début. Voilà ce qu'il fallait globalement penser dans toute la logique qu'on a vue jusqu'à présent ensemble. Alors, sachez que on en avait parlé la dernière fois, mais on va le revoir ensemble aujourd'hui. Quand vous créez une architecture, prenez dans la création de l'architecture toujours en tête le fameux WAF, le Well Architect Framework, qui concerne 5 piliers que vous allez toujours avoir en tête, que ce soit à l'assertif ou que ce soit en tant qu'architecte quand vous allez répondre à un besoin d'un client ou d'un service interne. Donc le premier pilier, c'est la fiabilité. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une défaillance de mon système et comment je peux faire pour qu'il continue de fonctionner même en mode dégradé. Deuxième pilier, la sécurité. Comment je vais protéger par exemple mon front-end contre des menaces? Est-ce que je dois mettre un WAF? Est-ce que je dois utiliser un autre service Azure? L'optimisation des coûts, ça fait partie des 5 piliers du WAF. Donc l'optimisation des coûts, ça veut dire si je déploie une VM, ok, elle a un faible coût, mais d'un autre côté, je peux aussi réfléchir à utiliser les réservations, le programme Azure Hybrid Benefit pour CVM. Il y a l'excellence opérationnelle, où là, on va avoir une logique de je vais superviser mon infrastructure, je vais m'assurer que le maintien en condition opérationnelle de cette infrastructure est bon, ce qui va me permettre de m'assurer à tout moment que je puisse administrer de manière fiable cette infrastructure. Et puis cette infrastructure, elle peut être soumise à des montées en charge de nos utilisateurs. Dans ces cas-là, il va falloir s'assurer qu'on a la capacité à répondre à une soudaine montée en charge ou inversement à une soudaine baisse de charge. Donc n'oubliez pas, je sais qu'on l'a déjà vu la dernière fois, mais je pense que c'est important d'y repenser une fois de plus. Dans tout ce que vous définissez comme architecture, prenez en compte ces 5 piliers. Alors objectivement, pour la gouvernance, pour le premier module, vous n'aviez pas besoin de ça.
Pourquoi? Parce que les management groups, c'est gratuit, les policies, c'est gratuit, les groupes de ressources, c'est gratuit. Bref, les tags, c'est gratuit. Mais pour le reste, pour ce que je vais vous demander aujourd'hui, eh ben, il faudra bien prendre en compte cette logique à tout moment. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire au début par rapport au use case que je vous avais donné à travailler il y a à peu près 2 semaines déjà et qu'on devait corriger ensemble. Maintenant que c'est chose faite, eh ben on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc compute pour Microsoft, ça veut dire tout ce qui est à base de CPU et de RAM. Et ça englobe beaucoup de choses. Parce que vous fassiez de la containerisation, que vous fassiez du microservice, que vous fassiez du serverless, que vous soyez dans une logique de création de VM, et ben, tous ces services-là utilisent du CPU et de la RAM. Donc quand on parle de compute, on pense CPU, RAM, donc on parle quelque part de système d'exploitation. Et ce système d'exploitation, il peut être managé par Microsoft ou pas. Et donc, si on rentre dans la logique du début, dans le compute solution, ben, la première chose, on va se poser des questions ensemble sur pourquoi choisir de créer une machine virtuelle dans Azure. Pourquoi un client partirait sur une VM? C'est-à-dire, il a une infra on-premise, il veut migrer cette infra on-premise dans le cloud Azure. Pourquoi il partirait sur de la VM? Donc alors, les critères de choix d'une VM, concrètement, c'est quoi? Donc premièrement, la VM, via une méthode qu'on appelle le lift and shift, donc moi j'appelle ça du copier-coller de VM, vous allez pouvoir tout simplement prendre une VM on-premise et la migrer à l'identique dans Azure. Et ça permet au final, quand vous choisissez le lift and shift, de faire une migration rapide. Donc je vais appeler ça migration rapide. Donc c'est le premier critère, le lift and shift, ça peut être intéressant puisque au final on prend une VM on-premise, on fait du copier-coller de cette VM dans un réseau virtuel Azure et donc ça entraîne une migration rapide. Ensuite, le deuxième critère de choix d'une VM, je dirais que tout simplement, c'est quand on veut garder un contrôle total de mon infrastructure sous-jacente. Le truc avec la VM dans Azure, c'est que vous allez avoir accès au système d'exploitation, vous allez avoir accès au firewall du système d'exploitation, vous allez pouvoir installer n'importe quel logiciel sur ce système d'exploitation. Donc au final, vous avez un contrôle total du système d'exploitation. Ce qui est à mettre en regard à un service PaaS, où le service PaaS est administré par le clouder. Donc là aussi, la logique à avoir, c'est quand je choisis une VM, c'est parce que j'ai en tête de vouloir garder un contrôle total de mon infra que je vais publier dans le cloud. Donc si je veux ouvrir un port, je veux être tributeur du port du firewall qui est sur ma VM. Ensuite, un troisième critère de choix d'une VM, je dirais que tout simplement, c'est une extension de votre data center on-premise. Donc là, la logique, c'est de dire quoi? C'est de dire que j'ai une infra on-premise à base de contrôleurs de domaine, par exemple, et je veux me prémunir contre la perte de mon infra on-premise et permettre à mes utilisateurs, par exemple, de continuer à s'authentifier dans mon Active Directory. C'est pas déconnant de mettre des VM à base de contrôleurs de domaine dans Azure et de relier mon réseau virtuel Azure avec mon réseau on-premise via une liaison VPN ou ExpressRoute. Et ça permet donc de faire une extension de votre data center on-premise dans Azure sans acheter du matériel supplémentaire. C'est-à-dire que le principal avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'achat de matériel supplémentaire non requis. Donc ça permet d'une certaine façon d'économiser une mise en place que vous pourriez avoir dans la logique de dire moi j'ai des besoins de plus en plus conséquents, j'ai de plus en plus d'utilisateurs qui se connectent, plutôt que de racheter du matériel supplémentaire, je vais créer des VM dans le cloud et c'est Microsoft qui va s'occuper de scaler ce matériel supplémentaire en fonction des besoins de mes utilisateurs. Ensuite, un autre argument au choix d'une VM, c'est si je veux publier des applications sur du matériel moderne. Publier des applications sur du matériel moderne. Par exemple, j'ai une application qui rame un peu sur mes vieux processeurs et j'ai besoin de la publier sur les derniers processeurs Intel avec une RAM conséquente, avec un réseau qui est suffisamment bien sizé, avec une haute disponibilité associée, etc.
Donc cette application, on va pouvoir très simplement la publier sur du matériel qui correspond à du matériel hébergé dans Azure et qui est bien entendu partagé avec les autres clients de Microsoft. Et puis un dernier point aussi pour le choix d'une VM, c'est si j'ai des logiciels tiers que j'ai besoin d'installer, vous pourrez le faire que sur une VM. Dès l'instant où vous partez sur du PaaS, que ça soit au travers d'une logic app, que ça soit au travers d'une fonction ou autre, vous allez avoir cette limite de je ne maîtrise pas le système d'exploitation, donc je ne peux pas installer de logiciel tiers. Donc ça, c'est, on va dire, les avantages de la machine virtuelle. Le truc avec la machine virtuelle, c'est que quand vous voulez la créer, il va falloir planifier son déploiement. Et alors, pour planifier son déploiement, il faut penser à beaucoup de choses. La première chose, moi, que je vous conseille de penser, c'est tout ce qui est réseau. C'est le plus important. C'est-à-dire, vous allez devoir créer un réseau virtuel qui est compartimenté en plusieurs subnets. Et ce réseau virtuel va être suffisamment grand en termes d'espace d'adressage pour pouvoir répondre aux futurs besoins des nouvelles VM que vous allez créer au sein de ce réseau virtuel. Donc, premièrement, on commence toujours avec le réseau. Je dirais que c'est même, vous voyez, je vais mettre, c'est la première étape. Deuxièmement, on va choisir la région, bien entendu. Et puis, on va nommer cette VM, c'est quand même important qu'elle soit nommée, en respectant la naming convention dont je vous ai déjà parlé et je vous ai envoyé le lien il y a 2 semaines sur la naming convention proposée par Microsoft. Donc, bien entendu, la région va avoir une influence sur le coût, sur la latence. Donc, on va le marquer quand même. Mais la région, ça va avoir une influence sur la latence, sur le coût, sur le nombre de services disponibles et bien entendu le dernier sur les aspects législatifs. Donc on va nommer la VM, on va choisir la naming convention associée à cette VM, bien entendu, ça on l'a vu ensemble. Et puis dans cette même logique de choix d'une VM, on va penser au stockage. Combien de disques, de données il faut, quelle est la taille du disque temporaire qui correspond à la taille de la VM. On va choisir l'OS de la VM, Windows, Linux. Est-ce que c'est une archi 64 bits? Dans ces cas-là, c'est du marketplace. Ou est-ce que c'est une archi 32 bits? Et dans ces cas-là, il n'y a pas de support fourni par Microsoft. Donc l'architecture est importante de votre VM, qui correspond d'une certaine façon à le type d'OS que je vais pouvoir exécuter. Par exemple, un Windows 2008 R2 n'est valable qu'en 64 bits. Donc vous ne pourrez pas l'installer sur une archi 32 bits. Donc il y a aussi toute cette logique à avoir. Et puis, au niveau de la VM, on va penser à sa maintenance. Donc, son système, à l'administrateur, il doit être up-to-date. Donc, tout ce qui est patch management. Et là aussi, dans Azure, pour rappel, si on regarde une VM, vous avez la possibilité, sur la VM, d'aller dans, sur la gauche, Update, et de laisser Azure le choix de passer les patchs de sécurité associés à ce qui peut sortir comme faille de sécurité corrigée par l'éditeur, que ce soit Red Hat, que ce soit Microsoft, etc. Donc vous pouvez même planifier l'exécution de ces patchs. Donc par exemple sur une infra Windows, avant dans votre infra on-premise, vous deviez installer un serveur WSUS. Et bien maintenant, avec Azure, vous pouvez directement dans la console, sans déployer une infra WSUS, pouvoir patcher votre infrastructure. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, à connaître. Voilà pour la planification du déploiement d'une VM. Sauf qu'une VM, en elle-même, elle n'est pas scalée, elle n'est pas scalable. Donc cette VM, on va se retrouver avec une logique de dire et s'il y a une soudaine montée en charge? Et s'il y a de plus en plus de clients, d'utilisateurs qui se connectent à ma VM? Comment je vais gérer ça? Comment je vais pouvoir gérer tout ça? Et dans ces cas-là, on vous propose, plutôt que de choisir la VM, de partir sur ce qu'on appelle le VMSS, le Virtual Machine Scale Set. Donc pour rappel, le VMSS, c'est ce qu'on appelle du scaling horizontal. Donc il y a 2 types de scaling, il y a le scaling vertical et le scaling horizontal. Dans le scaling vertical,
Quand il y a une montée en charge, vous allez augmenter le nombre de CPU et RAM associés à votre VM. Et quand il y a avec du scaling horizontal, quand il y a une montée en charge, eh ben vous allez dupliquer cette VM. C'est ce qu'on appelle la création d'instances. Donc vous avez une image source de votre VM qui va être dupliquée pour répondre à des montées en charge d'utilisateurs. Et le VMSS, lui, il gère le scaling horizontal. Donc le VMSS, il va avoir des règles de scaling que vous allez pouvoir définir. Donc ces règles vont permettre de scaler ou manuellement ou automatiquement les nœuds, donc les fameuses instances. Donc après, ça c'est au choix. Mais le VMSS, lui, il a quand même quelques contraintes. C'est-à-dire, la première contrainte, c'est que tous les OS doivent être identiques. Et la deuxième contrainte, c'est que chaque nœud, chaque instance, a une taille identique aux autres instances. Donc ça veut dire quoi ce que je viens de vous raconter? Ça veut dire que dans un VMSS, vous allez avoir toutes les machines, par exemple, qui vont être sur du Windows Server 2019. Et inversement, vous allez avoir toutes ces machines qui vont avoir la même taille. C'est-à-dire que ça va être une taille, par exemple, ça peut être de l'A1V1, l'A1V2, etc., par rapport aux tailles qui vous sont proposées. Mais l'avantage du VMSS, c'est que vous allez pouvoir gérer le scaling. Alors que si vous choisissez une VM qui fait partie d'autres VM que vous allez créer à côté, eh ben, il va falloir penser à créer un load balancer. Ce load balancer, il va devoir gérer les VM qui sont derrière, alors que dans le VMSS, vous avez la possibilité d'utiliser un Azure Load Balancer, par exemple, qui va directement gérer toutes les instances qui ont été créées au fur et à mesure des besoins. Donc c'est aussi un gros avantage, le VMSS, c'est que tout ce qui concerne le load balancing va pouvoir être géré directement par un service PaaS Azure. Alors je parle d'Azure Load Balancer, mais on pourrait imaginer aussi, bien entendu, l'application Gateway. Je vais appeler ça l'AG dans notre cas. Donc, dans quel cas on va avoir plusieurs VM dans un groupe de VM géré manuellement, et dans quel cas on va utiliser un VMSS? Je dirais que si vous avez un groupe de VM que vous gérez manuellement, va falloir créer un load balancer, rajouter les VM manuellement, va falloir penser lorsqu'il y a des montées en charge de créer manuellement des nouvelles VM. Donc ça va prendre du temps et il faut que vous soyez alerté, etc. Alors que dans le cas d'un VMSS, en fait, tout est géré par Microsoft. Donc les montées en charge vont être gérées derrière un load balancer qui va avoir des métriques sur l'ensemble des nœuds qu'il gère. Et si ces métriques commencent à être par exemple à 90% de CPU pendant 5 minutes, vous allez augmenter de 1 le nombre d'instances dans votre VMSS. Et inversement, si pendant 10 minutes, je suis à 25% de CPU sur l'ensemble des nœuds qui sont derrière mon load balancer, le VMSS va commencer à supprimer des nœuds. Donc on voit bien que le VMSS, lui, son avantage, c'est de gérer la scalabilité. Si vous avez une application qui a besoin que d'une machine virtuelle pour fonctionner, il n'y a pas forcément besoin d'un VMSS. Mais si vous commencez à avoir une application qui doit répondre à une montée en charge de vos clients, de vos utilisateurs, ça peut être un peu compliqué. Contrainte de stateless également pour le VMSS. Alors, Ludoc, il parle d'un sujet assez intéressant, le stateless versus le stateful. On va en parler rapidement, c'est quoi le concept? Le stateless, ça veut dire que quand vous allez faire une action, vous n'allez pas prendre en compte ce qui a été fait avant. Alors que le stateful veut dire que quand vous faites une action, vous allez déclencher cette action par rapport à ce qui a été fait avant. Alors concrètement, moi, mon compte en banque, par exemple, j'aimerais qu'il soit en stateless. C'est-à-dire que quand je retire de l'argent au distributeur, j'aimerais qu'à chaque fois que je retire de l'argent, ils ne prennent pas en compte tous les autres retraits que j'ai faits durant les dernières années. Mais malheureusement, les banques, elles sont en stateful. C'est-à-dire que quand vous allez faire un débit auprès du distributeur, ça va prendre en compte tous les débits que vous avez fait précédemment pour vous donner de l'argent. Donc ça, c'est dans le monde idéal, dans mon monde féerique, j'aimerais bien que mon compte en banque soit en stateless. Dans la réalité, c'est du stateful. Donc pour répondre à ta question, contrainte de stateless également pour le VMSS, en fait, le stateless ou le stateful, il va être géré au niveau de ton système d'exploitation et de l'application que tu développes.
Donc là, on n'est plus dans cette contrainte-là. On va plutôt l'être, le stateless et le stateful, dans une logique de serverless avec des fonctions ou de logic app, par exemple. Donc voilà pour le VMSS et voilà pour la VM. Donc ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Donc si maintenant on va voir ma tablette, eh ben, je vous ai préparé un beau petit schéma, bien entendu, qui vous explique un peu l'arbre de décision à choisir quand vous partez sur une VM plutôt que sur un autre service. Donc ici, regardez, j'essaye de zoomer pour que ça soit visible pour tout le monde. Quand j'ai une nouvelle application et que j'ai besoin de garder un contrôle total sur cette application, bah, ce n'est pas déconnant de partir sur une VM. Mais si j'ai une infra on-premise, que je veux la migrer dans Azure, que cette infra, elle n'est pas containerisable et qu'on ne peut pas la mettre sous forme de service PaaS type Web App ou API App, et bien là aussi, on peut partir sur une VM. Donc au final, le critère de choix d'une VM, c'est la simplicité, c'est rapide à migrer, et c'est surtout le besoin de garder un full contrôle sur l'environnement. Voilà pour la VM et pour le VMSS qui est bien entendu associé. Deuxième sujet que je vais voir avec vous, c'est tout ce qui concerne cette fois l'Azure Batch. Donc je ne sais pas si vous connaissez Azure Batch, mais on va en parler ensemble. Donc Azure Batch. Donc Azure Batch, c'est un service qui n'est pas très répandu chez nos clients, mais qui permet de faire de ce qu'on appelle du traitement par lot sur des machines très performantes, qu'on appelle souvent, vous entendrez ce mot, HPC, High Performance Compute. Donc Azure Batch, lui, il va gérer un ensemble de nœuds de calcul. Alors nœud avec un S, ça sera mieux, de calcul, qui sont au final des VM. Et il va installer les applications sur ces nœuds. Pardon. Il va installer les applications sur ces nœuds. Donc, j'y arrive, hein, je suis désolé, j'ai dû faire une fausse manip. Donc, il va gérer un pool de nœuds qui sont des VM. Et sur ces nœuds, il va installer des applications qu'on souhaite exécuter. Et en même temps, il va planifier les travaux à exécuter sur les nœuds. Et en gros, vous allez me dire, ouais, mais la mise à l'échelle, eh ben, ça tombe bien, il va scaler, mettre à l'échelle, il va faire du scaling en fonction des calculs qu'il y a à faire. Donc, au final, Azure Batch, il sert à quoi? Parce que vous allez me dire, ok, là, tu es rentré dans la technique, mais c'est quoi Azure Batch? Eh ben, en gros, c'est ce qui vous permet de résoudre des problèmes complexes. Alors, c'est quoi des problèmes complexes? Parce que vous allez me dire, ouais, c'est quoi ça comme problème? Bah, par exemple, le décodage du génome humain. C'est un problème complexe qui nécessite beaucoup de calculs. Ou des simulations relatives aux hydrocarbures. Bah, là aussi, c'est des problèmes complexes. Par exemple, moi j'avais un client qui utilisait Azure Batch. J'avais vu ça une fois, il m'en avait parlé, parce qu'il avait une plateforme pétrolière et il avait besoin de calculer l'incidence du courant marin sur la structure pétrolière qu'il maintenait dans l'océan. Et ça fait appel à beaucoup de calculs. Donc au final, Azure Batch, ça permet de scaler automatiquement des nœuds. Chaque nœud va avoir des travaux à exécuter au travers d'un planificateur de travail. Et Azure Batch, lui, il va vous permettre de garder ce résultat au niveau des travaux dans un storage account qui va vous permettre d'avoir cette logique de dire, bah ok, j'ai fait une simulation et ça m'a permis de comprendre que cette simulation entraînait tel et tel résultat en termes d'impact sur mon infrastructure, que ce soit une infrastructure pétrolière ou dans la logique de j'ai besoin de décoder le génome humain, les simulations relatives aux hydrocarbures, etc.
Donc si je reviens un peu sur l'écran de ma tablette, bah ici on a un exemple d'Azure Batch. Donc vous voyez, on a un pool de nœuds qui représente des VM. Ça doit vous faire penser à VMSS d'ailleurs. Ce pool de nœuds, chacun de ces nœuds a une tâche à exécuter qui est parallélisée, cette tâche. Et le résultat de cette tâche va être stocké dans un compte de stockage. Et donc, vous allez pouvoir monitorer les tâches, créer un pool de jobs, de tasks à exécuter sur ces nœuds pour pouvoir répondre à un besoin bien spécifique, tout en ayant en tête une logique de traitement par lot et de HPC, High Performance Compute. Donc ça s'adresse à des clients qui ont besoin de beaucoup de CPU et de RAM. Donc vous voyez, l'Azure Batch, il va être choisi que dans une logique de « Ok, j'ai besoin de beaucoup de CPU et de RAM pour résoudre des problèmes complexes. » Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à Azure Batch. Est-ce qu'il y a des questions par hasard? Pas de questions pour l'instant? Non? Alors je regarde un peu combien vous êtes. Vous êtes 10. Vous n'êtes pas beaucoup en ce moment. La dernière fois, vous étiez beaucoup plus. Azure Batch ne sait faire que ça. Bah, c'est déjà pas mal. Décoder le génome humain, moi je trouve que c'est pas mal, Ludoc, quand même. En tout cas, la logique, c'est que tu vas pouvoir installer une application qui va répondre à des tâches parallélisées sur chacun des nœuds de ton Azure Batch. Mais oui, c'est faire que ça, si c'est ça la question. Allez, autre choix de technologie à prendre en compte qui ne nécessite pas cette fois du HPC. On va parler de Web App, messieurs, dames. Donc la Web App, pour rappel, fait partie de la famille, la grande famille des App Services. Et la Web App, bah d'abord, elle gère que les protocoles HTTP, HTTPS. C'est un service PaaS, une Web App. Une Web App, elle est très utile pour exécuter soit un runtime, soit un conteneur. Parce qu'il faut savoir que les Web Apps utilisent aussi, quand vous créez une Web App, vous pouvez exécuter un conteneur Docker dessus. Ce qui est intéressant avec les Web Apps, c'est qu'elles sont scalables. Donc elles gèrent le scaling et qu'elles sont hautement disponibles. Et la Web App, bah, elle se base sur une source. Et cette source, ça peut être du GitHub, clairement. Ça peut être du DevOps. Ça peut même être du FTP. Moi, je suis un vieux de la vieille, j'utilise le FTP. Et puis la Web App, dans tout ce qu'elle permet de faire, eh ben, elle permet aussi de gérer l'authentification des utilisateurs au niveau de l'AAD. Donc là, on rentre dans la logique d'identité managée qu'on n'a pas encore vu ensemble, mais sachez que vous pouvez rajouter une surcouche d'authentification à votre site web pour pouvoir gérer les demandes d'authentification de vos utilisateurs. Et ces utilisateurs devront avoir un compte dans l'AAD. Ce compte, il peut être soit membre, soit invité, etc. Et puis, encore une fois, la web app, faut pas l'oublier, c'est, si je devais résumer, c'est un site web qui est managé par Microsoft au final, puisqu'elle gère que deux protocoles, HTTP, HTTPS. Donc c'est souvent utilisé pour vos front-end. La web app, elle va gérer ce qu'on appelle les slots. Et donc un slot, c'est quoi? Bah, c'est une instance, c'est une version de votre site web. Et donc, bah, en gros, un slot va contenir une copie de la production. Le dev va travailler sur le slot. Et le jour où le dev dira « Ok, j'ai fait mon travail, tout est bon, tu peux switcher la prod en version -1. Et ce slot-là sur lequel j'ai travaillé, bah, tu le mets en prod. » Et bah, vous allez pouvoir faire ça de manière très rapide depuis l'interface Azure. Donc c'est aussi dans une logique de ce qu'on appelle du continuous deployment et dans une logique de CI/CD. Et là, on rentre dans le système Canary avec répartition des utilisateurs entre les différentes versions du site web, donc des slots. Donc ça, c'est la web app. Est-ce qu'il y a des questions sur la web app? Ah, on voit toujours ma tablette, bien vu. Tout a été écrit ici. Merci Ludoc de me le rappeler, mais tout ce que je viens de vous dire a été écrit ici. Donc je la refais, parce que, voilà,
La web app, c'est du HTTP, HTTPS, c'est un service pass. Il peut comme avoir comme runtime, d'ailleurs, je peux le compléter, mais au niveau des runtime, il y en a plusieurs hein, dans la web app. Hein. Vous avez par exemple du Java, du Python, du Ruby, du .NET, enfin bon, il y a plein de runtime différents. Hein. Mais la web app nécessite quand même un runtime bien spécifique, avec une version bien spécifique. Mais sinon, vous pouvez instancier, au lieu d'instancier une web app avec un runtime, vous pouvez instancier une web app avec un conteneur. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas cette fameuse logique de version de Java ou de version de PHP que vous pouvez avoir, etc. Donc pensez-y, la web app, c'est un site web qui est managé, qui est scalé automatiquement, qui est hautement disponible, qui s'appuie sur du GitHub, du DevOps, du FTP comme source, qui peut permettre de rajouter une surcouche d'authentification basée sur des comptes qui sont dans la AD et qui gère ce qu'on appelle le slot, le déploiement de slots, avec la possibilité au dev de le rendre d'une certaine façon autonome pour basculer son travail vers la prod, sans avoir besoin de passer par un admin. Pardon. Donc voilà pour la web app. Et d'ailleurs, on va retourner sur l'écran de la tablette. Et en retournant sur l'écran de la tablette, eh ben, on va regarder les critères de choix d'une web app versus autre chose. Donc pour la VM, on a vu tout ça. Mais regardez ici, on voit que pour l'Azure Batch d'ailleurs, si on n'a pas besoin de workload HPC, bah, pas besoin d'Azure Batch. Mais si on n'a pas besoin de workload à HPC, bah, on a peut-être besoin d'architecture microservice. Si ce n'est pas le cas et qu'on recherche un service managé, eh ben, on peut partir sur une web app. Pareil, quand je vais migrer mon application, est-ce qu'elle peut être containerisée? Non. Mais est-ce que cette application à migrer dans le cloud Azure, elle écoute par exemple sur du HTTP, HTTPS, suivant tel runtime? Si oui, eh ben dans ces cas-là, je peux imaginer, lors de la migration, au lieu de faire du lift and shift, eh ben de migrer mon infrastructure on-premise sous forme de web app dans Azure. Donc si j'ai un site web qui était sur une VM on-premise, qui écoutait sur le port 80-443, avec un runtime type Java, Python, .NET, PHP, bah, c'est pas déconnant de migrer ce site web sous forme non plus de VM dans Azure, mais plutôt de web app. Et si on utilise le format web app, eh ben ça va permettre concrètement d'avoir une simplification de l'administration. Pourquoi? Parce que comme c'est un service pass, ben vous n'avez pas à gérer le firewall, vous n'avez pas à gérer le nombre d'instances, donc la scalabilité, vous n'avez pas à gérer le patch management associé à votre service pass. Donc ça permet de simplifier l'administration. Donc la web app permet à l'entreprise de se concentrer sur le codage de son applicatif, de son front-end, en Java, Python, .NET, PHP, sans se soucier de l'administration des VM au quotidien. Voilà un des critères de décision d'une web app. Donc on a vu la web app et maintenant on va parler containerisation. Alors déjà, je me suis un peu trompé au niveau des nœuds. C'est-à-dire que la web app, elle doit se retrouver ici. Super, voilà. Allez, maintenant on va parler d'un nouveau service à connaître, ou que vous connaissez peut-être, mais c'est ce qui concerne ACI, Azure Container Instance. Donc Azure Container Instance, c'est quoi? C'est à un conteneur, Docker par exemple, égale une VM qui est managée par Microsoft. Donc ne vous y trompez pas, je viens de prononcer le mot VM, mais derrière la VM, vous n'y avez jamais accès. C'est-à-dire que concrètement, quand on est dans une logique d'ACI, d'Azure Container Instance, on va avoir un conteneur qui va être publié sur un service pass qu'on appelle ACI, mais derrière ce service pass, c'est une VM Azure. On ne la manage pas, vous n'avez pas accès au système d'exploitation, vous n'avez pas accès au patch management, vous n'avez pas accès au firewall de cette VM. N'empêche que derrière, il y a une VM. Donc je vous parle de VM avec ACI, mais c'est un service qui est totalement managé. Donc Azure Container Instance, ACI, vous permet pour un conteneur
pour une instance de votre applicatif d'automatiquement l'instancier sur un service qui est managé par Microsoft. Le problème d'ACI, c'est qu'il n'y a pas de scaling. Donc le principal désavantage de l'ACI, c'est que quand vous allez instancier votre conteneur, s'il y a une montée en charge sur ce conteneur, s'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui se connectent à votre ACI, eh ben, il n'y aura pas de scalabilité possible. Donc, on n'a pas de scalabilité horizontale ni de scalabilité verticale avec de l'ACI. Par contre, le gros avantage de l'ACI, c'est que c'est hyper rapide à instancier. C'est-à-dire qu'il vous faut que quelques secondes pour instancier votre conteneur sur de l'ACI. Donc, pas de scalabilité, mais très rapide à instancier. Et justement, avant de parler de rentrer plus en détail sur l'ACI ou de vous faire une démo, j'aimerais quand même qu'on parle de l'avantage entre conteneur versus VM. Dans quel cas je vais choisir un conteneur, dans quel cas je vais choisir une VM. Donc, le conteneur, le principal avantage, c'est que l'isolation est faite au niveau du host et des autres conteneurs. Donc il y a une isolation qui fait que chaque conteneur va avoir de manière isolée du CPU et de la RAM qui va lui être associé. Alors que pour une VM, eh ben, en gros, il n'y a pas d'isolation. C'est-à-dire qu'au sein même de la VM, vous n'allez pas pouvoir faire cohabiter simplement la même application en différentes versions. C'est très compliqué à gérer. Donc le principe du conteneur, c'est que je vais instancier un applicatif et que cet applicatif qui est instancié va bénéficier d'une partie du CPU et de la RAM de l'infrastructure Azure. Pareil, au niveau des conteneurs, vous avez quand même l'avantage que vous allez exécuter une portion de l'OS pour un conteneur. Alors que pour une VM, vous allez exécuter l'OS de manière complète. Donc ça veut dire que instancier une portion de l'OS pour instancier un applicatif, c'est beaucoup plus rapide que d'instancier un OS complet, donc de démarrer une VM. Donc au final, le conteneur va vous permettre d'exécuter votre applicatif de manière beaucoup plus rapide que si vous vouliez installer votre applicatif et l'exécuter en fonction de la montée en charge sur une VM. Ensuite, au niveau du conteneur, un des avantages, c'est le déploiement. Le déploy du conteneur au travers de Docker, par exemple, et son orchestration au travers, souvent, on entend parler de Kubernetes. Et le conteneur, lui, un des avantages aussi, c'est qu'il va pouvoir gérer le stockage persistant. Mais pour le gérer, il va s'appuyer en règle générale sur un service qu'on appelle FileShare, qui est disponible sur les storage accounts. Donc au final, FileShare, c'est un partage réseau SMB ou NFS qui va être commun à tous mes applicatifs qui vont être instanciés. Et ça devient vachement puissant si on réfléchit à ça. Pourquoi je dis que ça devient vachement puissant? Parce que vous allez instancier un applicatif et quand il va y avoir des montées en charge, très rapidement, on va instancier des nouvelles versions de cet applicatif, enfin des nouvelles instances de cet applicatif, pardon, pas des nouvelles versions. Et tous ces applicatifs qui sont instanciés, tous ces conteneurs vont pouvoir se référer à un seul repository de stockage unique. Et ce repository de stockage unique, ça va être un partage réseau. Donc imaginez que vous allez instancier sous forme de conteneur Docker votre site web, et quand il va y avoir de la montée en charge, on va l'instancier sur de nouveaux nœuds. Et tous ces instances qu'on appelle des pods de votre applicatif vont se référer au même partage réseau qui va contenir au final le texte et les images de votre site web. Alors que si on restait sur une logique de VM, il faudrait à chaque fois créer une nouvelle VM et ça prend plusieurs minutes. Sur chacune des VM, on devrait installer 2IS par exemple ou Apache et sur chacune des VM, on devrait copier le contenu statique de votre site web, c'est-à-dire les images, les vidéos, etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps à déployer. Et puis,
un autre avantage de la conteneurisation, hein, pour rien vous cacher, c'est bien entendu la tolérance aux pannes. Alors la tolérance aux pannes, on peut très bien la garder, on peut très bien l'avoir quand vous avez des VM qui font partie d'un cluster de VM, qui sont elles-mêmes derrière un load balancer. Mais l'avantage quand même au niveau de Kubernetes, c'est que si j'ai un nœud qui tombe, ou un pod qui est en état KO, vous allez pouvoir très rapidement recréer à l'identique un nouveau nœud et un nouveau pod sur le même cluster AKS. Puisque pour rappel, quand on instancie un conteneur sur du Kubernetes ou sur de l'ACI, au final, on instancie une portion très faible de l'operating system. Donc c'est beaucoup plus rapide d'instancier un applicatif plutôt que d'instancier une VM dans Azure, vous l'avez compris. Donc si on revient maintenant à l'ACI, les avantages, les inconvénients, etc. Donc on l'a vu, c'est rapide à déployer. Et puis, bien entendu, il n'y a pas de scalabilité. Par contre, ce qui est intéressant avec l'ACI, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle du bursting mode avec de l'AKS. Alors c'est quoi? Le problème de Kubernetes, c'est que quand vous allez avoir des montées en charge, on va rajouter des nouveaux nœuds. Sauf que pour rajouter des nouveaux nœuds, pour instancier des nouveaux pods, au moment de le rajout de nouveaux nœuds, ça va prendre du temps d'instancier parce qu'un nœud, c'est une VM. Donc ça prend plusieurs minutes. ACI, via le bursting mode, va permettre que quand il y a des soudaines montées en charge sur un cluster Kubernetes, vous allez pouvoir instancier, au lieu d'instancier des nouveaux nœuds, vous allez instancier des ACI. Donc vous allez instancier des nouvelles versions de l'applicatif, de votre applicatif, directement sous forme d'ACI qui va être rattaché à votre cluster Kubernetes. En attendant, par exemple, que Kubernetes a mis à disposition des nouveaux nœuds pour répondre aux montées en charge. Donc comme l'ACI, c'est très rapide à créer, un conteneur égale une VM, vous allez utiliser le bursting mode, sauf que le bursting mode, dans Kubernetes, il nécessite ce qu'on appelle du virtual node. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous encourage à aller lire l'article que je vous envoie directement dans le chat, si ça vous intéresse. Mais sachez que le bursting dans AKS avec de l'ACI, ça permet vraiment de répondre à ce qu'on appelle des montées en charge soudaines, du scale-out. Au lieu de se baser sur des nouveaux nœuds que je vais créer dans mon cluster AKS, très rapidement, je vais pouvoir instancier des nouveaux pods sous forme ACI, puisque comme je vous l'ai dit, le principal avantage de l'ACI, c'est que c'est hyper rapide à déclencher, à mettre en place. Voilà pour l'ACI. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions pour l'instant sur l'ACI? Donc on a vu l'ACI. Et maintenant, devinez quoi? On va parler de Kubernetes. Donc Kubernetes dans Azure, c'est Azure Kubernetes Services, c'est AKS. Donc quand je vais utiliser le mot-clé AKS, vous penserez à Kubernetes. Donc la première chose avec Kubernetes, c'est que c'est un service qui est managé par Microsoft. Et d'ailleurs, si vraiment on voulait savoir ce qu'il y a derrière, il y a un load balancer, il y a des UDR, il y a des NSG, il y a des VM. Bref, il y a plein de services que vous pouvez manager au quotidien qui sont cachés derrière une version PaaS du cluster Kubernetes. D'ailleurs, vous y trompez pas, quand vous créez un cluster AKS dans Azure, vous avez la version PaaS et il crée automatiquement un groupe de ressources avec un nom bien spécifique dans votre abonnement, avec tous les services dont je viens de vous parler, l'Azure Load Balancer, les UDR pour le routage des routes, les NSG pour le filtrage des ports, les VM qui vont contenir les pods. Donc les VM, c'est des nœuds. Et donc au final, quand je parle de VM, on pourrait même me corriger en disant « Philippe, derrière, c'est un VMSS ». Et vous auriez raison. Donc AKS, l'avantage, c'est quoi? C'est un orchestrateur de conteneurs. Donc ça veut dire que concrètement, la scalabilité, lui, il connaît bien. Et le scaling, il est horizontal. Et pour ça, il va s'appuyer sur un pool de nœuds
et donc pas un VMSS. Il a toujours dans son cluster Kubernetes ce qu'on appelle un primary pool, qui va être le premier pool de nœuds qui va être défini par défaut, qui contient donc, comme c'est un VMSS, des nœuds identiques, donc des VM avec le même système d'exploitation et la même taille. Donc le principal avantage de Kubernetes, c'est sa scalabilité et c'est l'orchestration de tous vos applicatifs que vous souhaitez publier. Donc si on cherche de la scalabilité, si on cherche une plateforme qui est robuste pour exécuter des conteneurs Docker, eh ben on pensera automatiquement à Kubernetes. Donc si je reviens maintenant sur ma tablette avec vous, on a vu le critère de choix des App Services. Et bien maintenant, on va regarder ensemble le critère de choix par rapport à Kubernetes. Alors, est-ce que j'ai ça sous la main? Parce que je vous dis ça, mais je ne sais plus si je l'ai prévu. Si, c'est ici. Voilà. Donc, je vais essayer de vous le rendre visible pour tout le monde. Normalement, vous le voyez. Donc, allons-y. J'ai une application à migrer. Si cette application, je peux la containeriser, alors je dois me poser la question. Donc là, vous voyez, j'ai une application à migrer. Est-ce qu'elle est conteneurisée, l'application? Oui. Est-ce qu'elle nécessite de la scalabilité? Si elle ne nécessite pas de scalabilité, alors on va directement créer un ACI. Si elle nécessite d'être au milieu de diverses autres applications et une orchestration avancée, on partira sur du Kubernetes. Voilà la logique qu'il y a derrière. Et vous pouvez avoir cette même logique au lieu de migrer une appli quand vous allez la créer from scratch. Si votre appli que vous créez from scratch, elle peut être bien entendu basée sur de la containerisation et qu'elle ne nécessite pas de scalabilité, alors on part sur de l'ACI. Et si votre appli que vous souhaitez migrer, elle est basée sur une stack, que ça soit du Microsoft ou pas, vous pouvez partir sur du Kubernetes. On ne verra pas ASF ensemble, Azure Service Fabric. Et dans la logique, c'est de vous dire, mon cluster Kubernetes, il va instancier plusieurs versions de mon même applicatif ou plusieurs applicatifs qui sont hostés dans mon système d'information dans le cloud. Donc Kubernetes, dans la logique associée, nécessite pour fonctionner un fichier manifeste. Ce fichier manifeste, qui est un fichier YAML, va contenir le déploiement, donc va contenir les conditions de déploiement de votre applicatif. Il a besoin aussi, votre cluster Kubernetes, d'un repository qui va contenir les images. Et ce repository, nous, on vous propose d'utiliser Azure Container Registry. Vous voyez, toute cette logique va permettre de rendre autonome, d'une certaine façon, vos équipes pour déployer des applicatifs derrière votre load balancer qui est représenté par un cluster Kubernetes managé par Microsoft. Voilà les critères liés à Kubernetes versus de l'ACI. Et puis on a vu ensemble les critères de choix d'un conteneur versus une VM. Donc vous l'avez compris, les conteneurs, c'est quand même pour les applis qui sont modernes. Et quand on peut créer des conteneurs à partir de nos applis, ça va permettre de dupliquer ces applis beaucoup plus simplement, plutôt que d'avoir à installer ces applis dans chacune des VM de notre infrastructure, qu'elles soient dans Azure ou qu'elles soient on-premise. Donc, les critères de choix d'un cluster, AKS, c'est l'évolutivité. C'est un des premiers critères de choix. C'est le scaling. C'est le contrôle granulaire de la partie réseau, bien entendu. C'est la mise à niveau des clusters, des nœuds de clusters, pardon, directement dans l'interface Azure. C'est très rapide à faire. Et puis ça peut être quoi? Ça peut être aussi la prise en charge du routage des applications HTTP avec ce qu'on appelle l'ingress.
Et puis, un des avantages aussi de choix de Kubernetes, ça va être la prise en compte des registres privés. Registres de conteneurs privés. Voilà pour Kubernetes. On a vu un peu tous les critères de choix versus l'AVM versus de l'ACI par rapport à Kubernetes. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 25 minutes, on est globalement dans les délais. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Pas de questions pour l'instant? Ok, est-ce que je suis clair, messieurs, dames? N'hésitez pas, si vous ne me trouvez pas clair, à me le remonter. Non, tout va bien pour l'instant? Toujours clair? Ok. Ok, donc on a vu la containerisation, l'ACI, l'Azure Batch, la Web App, la VM. Et bien maintenant, on va parler de serverless. Donc le serverless à la sauce Microsoft, c'est clairement Azure Function. Donc une fonction va exécuter du code. Donc le premier intérêt d'une fonction, c'est de faire un focus sur le code. Ce code, d'ailleurs, ça peut être du PowerShell ou d'autres langages. Mais dans mon cas, je vais vous dire, bah voilà, je vais avoir une page blanche, je suis développeur, j'ai une page blanche, j'ai un document Word, sauf que c'est une fonction, et je vais écrire mon code. Et pour pouvoir exécuter ce code, eh ben la fonction, elle a besoin d'un déclencheur. Et ce déclencheur, on appelle ça un trigger. Donc un trigger, c'est les conditions d'exécution de votre code. Alors je sais que vous êtes peut-être fatigué, mais je la refais parce que c'est important. Un trigger, c'est les conditions d'exécution de votre code. Alors les triggers, il y en a plein. Par exemple, ça va être le temps qui passe. Toutes les 5 minutes, je vais exécuter mon code PowerShell. Le trigger, ça peut être l'appel d'une URL. C'est-à-dire quand l'utilisateur va taper une URL dans son navigateur, ça va exécuter le code PowerShell. Le trigger, ça peut être l'ajout d'un blob dans un compte de stockage. Tout ça, c'est des triggers. Donc si je rajoute une image dans un compte de stockage, ça va exécuter du code PowerShell qui est en provenance de ma fonction. Et un point aussi, c'est que la fonction, elle a une exécution d'une durée limitée. Donc une exécution d'une durée limitée, je crois de mémoire que on ne peut pas à vérifier, mais je crois qu'au maximum, vous pouvez exécuter 1 heure dans la version premium. Vous voyez, je vais vérifier, histoire que je ne vous dise pas n'importe quoi, mais regardez sur le net, dites-moi, contredisez-moi, c'est possible que je me trompe, mais je crois que la durée maximum, c'est 1 heure. Donc, on va avoir une exécution d'une durée limitée de votre code. Donc, ça veut dire qu'une fonction n'est pas utilisée pour instancier un site web. Par contre, une fonction, elle va être utilisée pour instancier un service du site web. Alors, dans quel cas on utilise une fonction? Parce que je vous ai dit qu'une fonction, c'était du serverless. Et c'est quoi en final le serverless? Le serverless, c'est le fait de s'abstraire de gérer l'infra. Ça veut dire quoi ce que je vous raconte? Ça veut dire que avec une Azure Function, vous n'avez pas à vous soucier d'instancier le compute, donc le CPU, la RAM, pour exécuter votre code. Donc oubliez les systèmes d'exploitation, oubliez les conteneurs, oubliez le cluster Kubernetes avec un load balancer, avec des applications à scaler, etc. Oubliez la web app. Le principe d'une fonction, c'est j'exécute mon code pendant un temps prédéfini, basé sur un déclencheur, mais sans jamais me soucier de ce qu'il faut pour exécuter mon code. Au final, quand vous exécutez votre code, vous allez être facturé par le temps d'exécution de votre code, qui est souvent en millisecondes.
Donc, si mon code il met 5 millisecondes à s'exécuter, ben, Microsoft va me facturer 5 millisecondes d'exécution de mon code. Peu importe ce qu'a mis Microsoft derrière. Est-ce que Microsoft a mis des VM pour exécuter mon code? Est-ce qu'il a mis des web apps? Est-ce qu'il a mis de l'Azure Batch? J'en sais rien. En fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis développeur, j'ai une page blanche. Sur cette page blanche, j'écris mon code. Et à l'aide d'un trigger, ce code va être exécuté. Et le temps d'exécution de mon code va être facturé par Microsoft. C'est ça la fonction, et je trouve génial. Je suis pas sûr que ça soit 230 secondes, Christophe. Hein. Non, ça c'est timeout. Non, encore une fois, là, c'est pas c'est pas ça la réponse. Parce que là, tu me parles du 230 secondes pour un trigger HTTP. Je crois que dans la version premium, on est sur 1 heure. Cherchez sur Google ou Bing, bien entendu, mais c'est pas ça c'est pas ça le sujet. Je crois que maximum, on peut exécuter votre code pendant 1 heure. À vérifier, mais je crois que j'ai raison là-dessus. Donc voilà pour l'Azure Function. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une démo de l'Azure Function, messieurs, dames? Ou est-ce que vous connaissez? Dites-moi dans le chat si besoin de démo. Courage. Démo, pas démo? Démo? Eh ben voilà, dites-le moi quand vous saturez que vous avez besoin d'une démo. Donc, regardez, j'ai une fonction. Cette fonction, elle est créée en North Europe. Elle est accessible depuis cette URL. Voilà, c'est 60 minutes. Merci Ludoc, j'avais bien raison. Donc je ne vous ai pas dit de bêtises, c'était bien 60 minutes, j'avais besoin que vous vérifiez en parallèle. Donc ici, on a une fonction en North Europe avec cette URL. Et d'ailleurs, cette fonction, derrière, il y a un OS Windows. Il faut le savoir. Pour l'exécution du code, c'est plus facile d'exécuter du code, par exemple, du code PowerShell sur du Windows. Même si vous pourriez me dire, ouais, ça peut être du Linux aussi. Bon. Une fonction va se baser sur l'exécution de code basé sur des triggers. Donc quand je vais dans fonction et que je fais create, bah Azure va me dire hey Philippe, quels sont les critères d'exécution de ton code? Et là vous voyez j'ai plusieurs triggers. Et moi dans ma fonction j'utilise que le trigger HTTP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour exécuter mon code, il va falloir taper une URL d'une certaine façon dans mon navigateur. Mon endpoint, ça va être une URL. En particulier, l'URL de ma fonction. Et ça tombe bien parce que ma fonction, elle a un nom de domaine unique qui s'appelle fonction démo att.azurewebsite.net. Donc concrètement, ma fonction, je vais prendre un trigger, par exemple le trigger numéro 2. Imaginez, je suis développeur, j'arrive ici, je vais dans code plus test et je vous ai parlé d'une page blanche tout à l'heure en tant que développeur sur laquelle j'allais coder. Et bien en fait, c'est tout simplement en allant dans code plus test que le développeur va visualiser une page blanche et va pouvoir écrire son code. Donc là, vous voyez, j'ai sur cette page écrit un code qui me permet de déployer un bastion dans un VNet qui s'appelle VNet Prod, de lui attribuer une IP publique à mon bastion qui va s'appeler bastion IP, et puis bien entendu de le déployer dans North Europe et dans un subnet qui va être dédié à mon bastion. Donc vous voyez tout ce code-là, en fait, c'était une page blanche au début et moi je me suis amusé à écrire le déploiement d'un bastion en PowerShell. Et pour pouvoir exécuter ce code, il suffit que j'aille récupérer l'URL de ma fonction en faisant un get fonction URL. J'ouvre un nouvel onglet et je copie-colle cette URL. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est OK, il y a eu cette URL qui a été tapée dans son navigateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la création du bastion dans le groupe de ressources qui s'appelle RGDemoATT, dans l'abonnement qui s'appelle le Mordor. Et si maintenant, on va dans mon groupe de ressources, voilà, alors ça prend du temps de créer un bastion, mais vous allez voir que dans quelques minutes, ici,
il va y avoir le bastion qui va apparaître. Il aura été automatiquement créé dès l'instant où j'aurai appelé l'URL qui est ici. Ça va venir hein, parce que ça prend quelques minutes, mais dans quelques minutes, si vous voulez, vous me le rappelez, on ira voir et vous allez voir que ça va être exécuté. Voilà pour la fonction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la fonction? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Regardez, pendant que je vous posais cette question, le bastion est en cours de création. Il est là. Voilà l'intérêt d'une fonction. Pas de questions particulières? Non? Eh bien, on va parler... Donc, le serverless, c'est quoi? C'est se concentrer sur le code et uniquement sur le code, sans se soucier de l'infrastructure qu'il y a derrière. Et bien entendu, le serverless va être très utilisé dans le cadre de microservices. Donc les microservices, c'est quoi? Alors moi, je trouve le concept génial des microservices. En gros, à la limite, je vais vous en parler. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais je pense que les microservices, celui qui a pensé à ça, il mérite une augmentation. Le principe des microservices, messieurs, dames, c'est de dire qu'une application peut être divisée en services. Par exemple, j'ai une application qui va gérer la vente de produits sur Internet. Cette application, elle va répondre à différents besoins, à différents services. Premièrement, elle va exécuter un code qui va demander le paiement avant de pouvoir recevoir le produit. Cette application, elle va exécuter un code qui va faire une vérification du stock et qui va faire par exemple -1 au stock dès l'instant où j'ai acheté, on va dire, une Xbox. Donc premièrement, je paye. Deuxièmement, je vérifie. Vérification du stock. Alors normalement, c'est avant le paiement, hein, parce que je ne vais pas accepter un paiement s'il n'y a plus de produits en stock. Ou alors je dis, vous pré-réservez. Donc, paiement, vérification du stock. Ensuite, on va demander d'aller chercher le produit. Donc, il va y avoir toute la scène logistique à prendre en compte. Et puis, bien entendu, cette application, elle va gérer l'envoi de la console, du produit à l'utilisateur. Donc, au final, on voit qu'une application peut être divisée en plusieurs services qu'elle rend. Et c'est là où on rentre dans la logique de microservices. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une application qui va être compartimentée en fonction de différents codes. Ces codes vont être réutilisés pour d'autres applications puisqu'elles vont répondre aux mêmes besoins. Ce code va répondre aux mêmes besoins pour différents autres applicatifs de l'entreprise. Donc les microservices, c'est quand même très pratique puisque ça permet de réutiliser du code, ça permet de se concentrer sur un service qu'on rend et ce code va être déclenché, encore une fois, dans la même logique, suivant des triggers. Les triggers de Azure Function, Bolbolaz, les triggers de Azure Function, je vous en ai parlé. Il y a le temps qui passe, il y a le code HTTP, il y a l'ajout d'un blob, etc. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà pour les microservices. Dernier service que j'avais à vous détailler ce soir. Ça en fait des infos. Hein. Ouh là là. Je ne sais pas si vous avez mal à la tête ou pas, mais là, ça en fait sacrément des infos. Donc, le dernier service que j'avais à détailler avec vous ce soir, c'est ce qu'on appelle la Logic App. Alors, la Logic App, c'est quoi? En fait, la Logic App va vous permettre de gérer graphiquement vos interactions. Et pour gérer graphiquement vos interactions avec des services tiers, elle va se baser sur ce qu'on appelle des workflows. Donc, la Logic App, elle a un workflow avec des itérations. S'il y a ça, alors tu fais ça. S'il se passe ça, alors tu fais ça. Et on peut paralléliser les actions. Et comme le dit mon collègue Christophe, elle se base aussi sur ce qu'on appelle des connecteurs.
Et un connecteur, eh ben, il peut être soit basé sur un service Azure, soit ça peut être un connecteur externe. Par exemple, on peut imaginer un connecteur sous Twitter. Donc maintenant que j'ai dit ça, vous allez me dire, si vous n'avez jamais vu de Logicap, vous allez vraiment me dire, mais c'est imbuvable ce que tu nous racontes et on ne comprend rien. Donc le mieux, c'est que je vous fasse une démo pour que vous compreniez l'utilité d'une Logicap. En fait, la Logicap, elle s'adresse quand même à ceux qui n'aiment pas coder. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas coder, mais que vous aimez faire interagir des services entre eux pour répondre à un besoin, eh ben je pense que la Logicap, c'est une bonne décision. Par contre, si vous êtes un codeur qui est dans la ligne de code et qui aime coder, eh ben vous prendrez une fonction. Donc une Logicap, j'en ai préparé une en démo. La voilà. Donc la Logicap, elle est basée sur une URL. Mais ce qui va nous intéresser, c'est sur la gauche, sur un workflow. Alors, je vais essayer de vous prendre un cas concret pour vous expliquer le workflow que je vais créer, quand il voudra bien. Donc le principe, c'est je vais créer un workflow qui va analyser mon compte Twitter et en fonction des remontées qui sont faites par mes utilisateurs, va entreprendre des actions. Donc je crée un workflow que je vais appeler Twitter. Ce workflow, il peut être stateful ou stateless. On a déjà vu ce que c'était du stateful et du stateless ensemble. Donc dans mon cas, je vais prendre du stateful. Donc je crée un workflow. Et le workflow, vous allez voir que c'est comme une fonction, c'est une page blanche au départ. Donc là, je vais avoir dans Designer une page blanche. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais chercher des connecteurs et ce qui permet à ces connecteurs d'être déclenchés, comme pour une fonction. Donc moi, je vous ai parlé de Twitter. Donc je vais rechercher, j'aimerais bien, voilà, le connecteur Twitter. Et je vais dire qu'à ce connecteur Twitter, je vais le déclencher quand je poste un nouveau tweet. Donc quand je poste un nouveau tweet sur Twitter, donc là il me demande de m'authentifier sur mon compte Twitter, quand je poste un nouveau tweet, alors je vais définir des actions. Donc la première action, ça va être d'utiliser par exemple l'intelligence artificielle dans Azure, par exemple les cognitive services. Alors, je ne sais plus si c'est le bon terme, là il est en train de chercher, voilà, les cognitive services pour analyser la conversation. Et donc, une fois que j'ai fait mon tweet, il va analyser les réactions à mon tweet. Donc quand il y a un nouveau tweet que je déclenche, je vais demander à l'intelligence artificielle d'analyser comment les utilisateurs réagissent. Et si, par exemple, je vois qu'un utilisateur il a une mauvaise réaction, eh ben, je peux très bien archiver le message dans un FTP ou carrément l'archiver dans un SharePoint pour après prendre des dispositions par rapport à ce message. Vous voyez, vous avez plein de connecteurs. Donc si on reste sur mon premier exemple du FTP, eh ben, je vais prendre un connecteur FTP et je vais envoyer le message sous forme de fichier. Je vais créer un fichier dans mon FTP pour avoir une trace, pour archiver le message qui a été répondu dans mon tweet qui pouvait être agressif. Mais à partir de là, je peux aussi faire une action parallèle à l'analyse de ce message, basée encore sur mon compte Twitter, pour faire un retweet de ce message à des personnes que j'aurais définies. Alors, je vous donne des exemples comme ça, un peu bateau, mais la logique, elle est vraiment là. C'est-à-dire que vous allez prendre des connecteurs, que vous allez paralléliser, que vous allez déclencher suivant des actions liées à vos connecteurs pour pouvoir répondre à des besoins. Et donc, c'est hyper puissant. Alors, le même pendant sur Office 365, c'est Power Automate, hein, pour une petite histoire. Mais c'est hyper puissant parce qu'au final, on a aussi des connecteurs qui correspondent à des Azure Functions. Donc, on va pouvoir exécuter une Azure Function, donc du code, dès l'instant où j'ai déclenché un nouveau tweet. Et effectivement, on peut après
créer un tableau Power BI, comme le dit Christophe, il a tout à fait raison. On peut imaginer de créer une branche parallèle qui va créer un tableau Power BI, au final, de tout ce que je viens de définir avec vous. Alors, je vous ai donné l'exemple de Twitter, mais on peut imaginer ça sur n'importe quel service Azure, sur le fait, par exemple, vous avez une base CosmoDB, vous voulez la scaler automatiquement. Et bien pour la scaler automatiquement, vous allez faire appel à une fonction à partir d'un trigger qui a été défini dans votre workflow Logic App. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur le choix d'une Logic App. Donc la Logic App versus une fonction. La Logic App, on va l'utiliser quand on n'a pas envie de s'embêter à faire du code. Quand on a besoin d'orchestrer des connecteurs sur des services tiers ou des services Azure, quand on veut avoir une vue graphique de notre application. Il faut savoir aussi que la Logic App, quand même, j'ai bientôt fini, mais elle ne peut s'exécuter que dans le cloud, alors que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la fonction, elle peut s'exécuter sur du cloud et sur du on-premise. D'ailleurs, la fonction, si je devais la résumer, elle n'est pas ici, hop, elle n'est pas rattachée à mon cluster AKS, elle est rattachée à mon sujet de départ. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous ai dit beaucoup de choses, je vous ai transmis beaucoup d'infos. Je sais que ça peut paraître compliqué à tout gérer, mais essayez de revoir le replay et de vous imprégner de tout ce que je vous ai dit. Pour la prochaine session, messieurs, dames, devinez, vous allez avoir un case study à faire. Je vous envoie l'URL dans le chat. Donc le case study, il est forcément en rapport avec ce qu'on a vu ce matin. Donc vous allez voir que vous avez une architecture 3 tiers à base de front-end, de middleware et de back-end. Et que cette architecture 3 tiers, encore une fois, vous allez devoir la moderniser et peut-être la migrer dans Azure en répondant à des contraintes. Par exemple, il y a des utilisateurs qui se plaignent que cette architecture 3 tiers rame. Donc, vous allez aussi avoir une contrainte d'une seule région pour la migrer, cette architecture. Donc, vous avez toute cette logique à décider. Donc, je vous ai envoyé le lien. Et bien entendu, cette logique, elle est basée sur la migration du front-end et du middleware. Ne migrez pas la base de données SQL. Ça fera partie d'un autre sujet qu'on verra ensemble. Mais lisez bien le use case. Un dernier point, on m'a demandé si la map, je la partageais. En fait, elle est déjà partagée. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà partagée. Mais si vous ne me suivez pas, regardez, je vous envoie le lien vers la mind map. Alors, je vais changer les couleurs un peu après cette session, mais voilà la logique. Je partagerai à chaque fois la mind map globale de révision de la 305. Faites le use case, travaillez le use case, c'est très important. Et puis, prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit sur LinkedIn, soit sur Gmail, soit via ma chaîne YouTube, soit via ma chaîne Twitch. Preview.